Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce soir pour cette table ronde qui clôture le colloque organisé par l'association Brin de Forêt autour du concept de la forêt vierge et sur la réflexion de la place des sociétés humaines au sein des forêts tropicales et au sein des écosystèmes à plus large échelle. Donc, je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir couper vos micros et vos caméras pour l'ensemble de cette table ronde, qu'il n'y ait pas d'écho. Et donc, j'aurai le plaisir ce soir d'animer les débats avec Merveille, que vous voyez à l'écran. Nous sommes tous les deux des étudiants du Master 2 Biojet, qui est une formation spécialisée en écologie tropicale à l'Université de Montpellier. Nous vous précisons également que les résultats du concours photo de l'association Brin de Forêt vous seront présentés à la toute fin de la table ronde et nous vous encourageons à poser toutes vos questions sur le chat pour alimenter les débats durant l'ensemble de la conférence. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On le sait depuis maintenant plusieurs siècles, les espèces biologiques peuvent s'éteindre et disparaître. Cette petite révolution scientifique, accompagnée d'une solide controverse à l'époque, marque le début d'un grand projet pour les biologistes, la conservation biologique pour stopper les extinctions des espèces. Aujourd'hui, la conservation s'est étendue et complexifiée. On ne parle plus seulement d'espèces, mais d'écosystèmes, de biosphère et de la Terre vivante, Gaïa. Elle possède de nombreux outils, en particulier les espaces protégés, ses favoris. Directement impliqués dans la gestion du territoire, les espaces protégés émergent au XIXe siècle aux États-Unis avec la notion de wilderness, proposée par John Muir. Amoureux des grands espaces américains, il se bat pour préserver les lieux sauvages où les humains n'ont pas leur place. Opposé à sa vision, Gifford Pinchot propose un autre modèle, la gestion rationnelle des ressources naturelles, où les activités humaines ont leur place dans des écosystèmes qui sont source de produits commercialisables. Les parcs nationaux se multiplient, en particulier depuis la période postcoloniale, formant des enclaves directement gérées par les États. Les stratégies de gestion des écosystèmes se sont diversifiées, allant de la gestion communautaire décentralisée à la mise en place de continuités écologiques transfrontalières. Les humains, dans tout ça, sont tantôt ennemis, tantôt amis de la bonne santé écologique des territoires. Pourtant, les liens de co-construction entre activités humaines et biodiversité remontent à plusieurs milliers d'années dans de nombreuses régions du monde, comme nous avons pu le constater précédemment cette semaine. Une autre façon de penser les éléments organiques de la Terre est également possible, où la nature et la culture sont les mêmes composantes d'un monde animiste, totémiste ou analogiste, comme l'ont proposé des anthropologues. Le concept de nature lui-même nous amène à nous interroger sur nos relations humaines avec les non-humains qui partagent notre planète. Et il serait temps, puisque de nombreux scientifiques, notamment du GIEC et de l'IPBES, nous alertent sur les changements écologiques que produisent certaines de nos activités. L'érosion de la biodiversité, le changement climatique ou encore les pollutions atmosphériques, terrestres et aquatiques. Dans ce contexte, les humains doivent-ils se reconnecter à la biosphère ou plutôt limiter leurs interactions avec elle? Surtout, la question qui nous apparaît centrale, faut-il exclure ou inclure les sociétés humaines de la nature pour la protéger? Pour en discuter ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir John Thompson, écologue et spécialiste de la flore méditerranéenne, Olivier Barrière, anthropologue du droit et juriste de l'environnement, et Catherine Sibien, écologue et directrice du réseau Man and Biosphere en France. Donc, bonjour Madame Sibien, vous êtes directrice du réseau Man and Biosphere en France. Pourriez-vous nous présenter les objectifs de ce réseau et la façon dont les dimensions écologiques et sociales y sont abordées? Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, le réseau Biosphère, donc le réseau MAB, est issu d'un programme de l'UNESCO, le programme MAB, qui a cette année, en 2021, 50 ans. Et ce programme, comme son nom l'indique, s'intéresse depuis ses origines aux relations entre les humains et le reste du vivant. Et la notion de biosphère, donc cette partie qui entoure la Terre, sur laquelle se concentre le vivant, regroupe les humains et les non-humains. Donc clairement, les humains font partie de la biosphère. Et donc tout le programme MAP, depuis ses origines, s'intéresse aux meilleures manières de cohabiter
des humains et des humains dans la biosphère. Donc ce programme, c'est un programme international, mais qui se décline également dans chaque pays. Donc moi, ma fonction, c'est d'animer ce programme pour la France. Et maintenant, ce programme a décidé de travailler de manière particulière sur des sites qu'on appelle des réserves de biosphère, qui sont des sites d'expérimentation de ce programme. Et donc là, on va tenter de mettre en œuvre des stratégies de réconciliation et en vue d'atteindre des objectifs de développement durable et d'avoir des solutions de vie plus harmonieuses que ce qu'elles sont aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, bonjour, Monsieur Thompson. Est-ce que vous pourriez nous présenter, de votre point de vue d'écologue, les divers outils de gestion que vous avez été amenés à rencontrer dans vos missions et quelle est la place faite aux activités humaines dans ces différents espaces? Deux questions alors. D'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir associé à cette table ronde. C'est très intéressant de participer. Moi, je suis écologue scientifique au CNES. Il y a plusieurs visions de la conservation vue de l'écologie. Il y a une sorte de vision conservatrice qui privilégie tout ce qui est patrimoine spécifique, l'écosystème actuel, tout ce qui est espèces et espace patrimonial. Et une autre vision qu'on peut avoir, parce qu'on travaille beaucoup en interface avec les activités humaines, c'est l'homme dans la nature, comment l'activité de l'homme est positive en termes de biodiversité. Et une troisième vision de ce qui est protection de la nature, qui peut venir d'un écologue comme moi, c'est une vision qui est plutôt marquée par l'évolution, l'adaptation, le fonctionnement et des écosystèmes et les interactions entre espèces. Et c'est là où on sort un petit peu de la grande vision de biodiversité pour inclure plus des notions de naturalité, avec l'action des dynamiques écologiques naturelles, l'autonomie, la résilience et les conditions qui font en sorte que les potentiels évolutifs puissent s'exprimer. Voilà, c'était un petit peu ça, c'est un peu ça les visions que j'ai moi. Il n'y avait pas une deuxième partie de la question que j'ai déjà oubliée? Effectivement, il y avait une deuxième partie qui portait sur la place qui est faite aux activités humaines, donc dans ces différents espaces, dans ces différents écosystèmes que vous avez pu rencontrer. Oui, il y a souvent une grande place qui est attribuée à la conservation de la nature dans ces espaces. Comme vous avez dit tout à l'heure, je travaille en tant qu'écologue sur la flore méditerranéenne, sa diversité, son endémisme et son évolution et l'utilisation de cette connaissance pour la conservation. La région méditerranéenne, c'est une des régions où l'histoire de l'occupation humaine est le plus longue. Et il est difficile d'avoir des espaces où l'homme n'a pas été présent pendant cette histoire. Donc, de totalement exclure l'homme à travers la zone méditerranéenne pour protéger la biodiversité n'a pas de sens, en quelque sorte. Par contre, je vais revenir plus tard sur les conditions qui font en sorte que, de temps en temps, cette exclusion de l'homme peut peut-être avoir une raison. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Barrière. Donc, bonjour Monsieur Barrière, vous êtes anthropologue du droit et juriste de l'environnement. Pouvez-vous nous expliquer comment vous mobilisez ces deux approches pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux des territoires? Alors là, il faut juste réactiver le micro. Bonjour, excusez-moi à toutes et tous. Oui, alors, moi, en fait, quand j'ai commencé en tant que juriste de l'environnement, toute ma formation, j'ai atterri, j'étais à l'UICN, et puis de là, on m'a envoyé un peu en Afrique, là, pour travailler sur la lutte, les aspects juridiques de la lutte contre la désertification. Et là, je me suis rendu compte que finalement,
c'était non seulement une problématique foncière du rapport à la terre, mais en plus, il suffisait pas d'être juriste conventionnel du droit de l'État, du droit positif, mais qu'il fallait adopter une autre dimension parce qu'il y avait des populations locales qui avaient d'autres références juridiques que ceux qu'on apprend en Occident. Voilà, que le droit international ou le droit de l'État ou l'ordre étatique. Et donc, il a fallu que j'abonde dans l'anthropologie du droit. Voilà, je suis tombé dans l'anthropologie du droit par nécessité, parce que tout simplement confronté au terrain. Peut-être que beaucoup de collègues aussi ne font pas cette démarche-là, bien sûr, hein, parce qu'il faut faire un sacré, un sacré tremplin quand même, entre un sacré passage, de passer du droit positif et puis à s'interroger sur ce droit dit endogène, hein, traditionnel pour les colons, pour la colonisation, droit coutumier, qu'en tant qu'anthropologue du droit, nous on parle plutôt de droit endogène, droit qui vient de l'intérieur. Voilà, donc j'ai dû faire, pourquoi ce saut eh bien pour comprendre et pour pouvoir intervenir pour comprendre et intervenir dans les rapports des sociétés à leur cadre de vie, et je dirais, moi je n'emploierai pas trop le terme de nature, j'emploierai le terme de vivant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Si, tout à fait, merci beaucoup. Donc, merci pour ces différentes interventions. Alors, nous allons donc continuer en abordant l'une des questions assez centrales pour cette table ronde, à savoir l'humain est-il un moteur ou un frein pour la biodiversité? Et donc, de cette question globale, nous allons prendre plutôt une première question secondaire, qui est donc, existe-t-il des indicateurs concrets permettant de mesurer l'impact négatif ou positif des populations humaines sur leur environnement? Donc, libre à vous de prendre la parole et de donner votre point de vue. Merci. Je peux commencer si vous voulez. Comme ça Oui, ça ouvre le bal. Donc, en termes d'indicateurs, oui, il existe des indicateurs pour essayer d'évaluer un petit peu d'abord l'efficacité des espaces de protection pour la biodiversité et aussi sur l'impact humain sur la biodiversité, c'est-à-dire le degré d'anthropisation qu'il peut y avoir. Ces indicateurs peuvent prendre plusieurs formes selon la situation dans laquelle on étudie l'impact humain, allant par exemple de le degré d'urbanisation d'un territoire jusqu'à les indicateurs concernant l'impact que peut avoir un surpâturage sur certains secteurs, sur l'état de conservation des pelouses. Il y a plein de types d'indicateurs qui sont utilisés et en adaptation avec l'échelle spatiale et le type de territoire qui est étudié. Alors, merci pour ce point de vue. Donc, merci pour ce point de vue. Nous allons donc prendre une seconde personne, peut-être Madame Catherine, si vous le voulez bien. Alors, je vais avoir une réponse qui est, comment dire, certainement moins précise que celle que vient de vous faire John. Des indicateurs, effectivement, il y en a au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a tous ceux qui sont repris dans les rapports, par exemple, de l'IPBES, qui montrent des régressions d'espèces, des régressions d'écosystèmes, des choses comme ça. Et il est parfois difficile de les mettre directement en lien avec des activités humaines. Ce que je veux dire par là, et John, ça va faire référence à ce que tu as dit un petit peu avant, c'est qu'on observe aujourd'hui des types d'écosystèmes qui sont
utilisés par les humains depuis des siècles et qui ont une très forte biodiversité. Donc la question, ce n'est pas le fait que les hommes soient là, c'est qu'est-ce que font les hommes et comment ils interagissent, de quelle manière ils interagissent. Tout ce que disait John à propos de la région méditerranéenne, et ce n'est pas la seule dans le monde, hein, c'est le résultat d'une histoire partagée des humains avec le reste du vivant, par des éleveurs, par des agriculteurs, par tous ces gens qui finalement ont puisé leurs ressources dans la nature, mais l'ont fait d'une manière qui a abouti aujourd'hui à une très grande richesse de biodiversité, avec beaucoup d'espèces et des écosystèmes variés et qui ont un équilibre. Donc, la question, c'est la manière dont les humains interagissent avec le reste du vivant. C'est la façon, c'est pas, y compris parfois avec la pression. Maintenant, si effectivement vous construisez un énorme centre commercial qui couvre de béton un très grand écosystème, là, clairement, la manière d'interagir fait qu'on arrive à une perte nette de biodiversité. Donc, c'est aussi une manière de... C'est pas le fait que l'homme soit là ou pas là, c'est le comment qui est beaucoup plus important. Oui, c'est très important ce que dit Catherine, la manière. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut avoir des indicateurs qui montrent des changements dans la manière selon laquelle l'homme impacte la biodiversité. Parce que c'est ça qui est important à savoir. Quels sont les changements et en quoi c'est les changements liés à des modifications des pratiques de l'homme, les activités humaines, l'augmentation de la population, les changements dans les pratiques aussi. C'est des changements qui sont importants à mettre en évidence. Et c'est là où on peut aller être plus précis sur ce que disait Catherine, le fait qu'on a du mal à dire que l'homme a un impact. Et c'est surtout vis-à-vis des changements qu'on peut avoir plus de précision sur le vrai rôle de l'homme dans la perte des espèces ou la dégradation des écosystèmes. Voilà. Parce que souvent, les gens vont vous dire « Ah ben, on fait ça depuis très longtemps. C'est une activité traditionnelle, etc. etc. » Et on comprend. Mais le problème, c'est que des fois, la manière de faire, donc on revient à cette manière de faire, a totalement changé depuis un siècle ou depuis 10 ans. Et c'est ça qui compte. Et donc, c'est ça, c'est les indicateurs de changement qui sont importants à avoir, à utiliser. Et pour revenir sur ces façons que l'homme a d'interagir avec le reste du vivant, finalement, il existe des socio-écosystèmes, puisqu'on les appelle comme ça, qui ont été complètement construits par l'homme. Regardez les paysages en terrasse, par exemple. C'est des paysages, les terrasses des Cévennes, ce sont des paysages qui ont été complètement construits par les hommes et ça a duré des centaines d'années. Et du coup, ça s'est fait de manière progressive et ces paysages sont considérés aujourd'hui comme exceptionnels. Il y a une grande biodiversité, ils abritent une grande biodiversité. Si on décidait aujourd'hui de transformer des pans entiers de montagne, probablement qu'on trouverait que c'est une catastrophe écologique, parce qu'on le ferait avec des gros engins, parce qu'on le ferait d'une manière brutale, parce qu'on le ferait... Voilà, donc c'est pareil, la Camargue, c'est un milieu qui est complètement construit par les activités humaines. C'est de la gestion de l'eau qui génère des niveaux d'eau, et pourtant c'est considéré comme un site à une biodiversité exceptionnelle. Donc c'est pas le fait qu'il y ait des humains, c'est la manière de le faire. Je serais peut-être, j'aurais une réponse un tout petit peu différente. Effectivement, c'est la manière de le faire. Tout à fait, ça c'est vrai. On est rentré dans une ère de l'Anthropocène et avec une dynamique qui nous amène à parler d'anthroposystème. Hein. Bien sûr, il y a des socio-écosystèmes, mais finalement, on est dans une logique d'anthroposystème parce que l'homme, finalement, façonne. Hein. Les paysages sont façonnés par l'humain. Et donc, il y a ça génère une empreinte écologique. Alors, en termes d'indicateurs, cette empreinte écologique, effectivement, ça sera sur la pression sur le vivant, les niveaux d'artificialisation,
les degrés d'effondrement de la biodiversité. Le terme effondrement n'est pas de moi, hein, il est effectivement de l'IPBES. Et en fait, ça ramène effectivement manière de faire, mais je dirais moi aussi à un mode d'existence. Et ce mode d'existence, il y a différents modes d'existence sur la planète. Il n'y a pas un mode d'existence qui est celui de l'Occident. Alors, il faut faire de suite très attention quand on parle qu'il y a quand même peut-être la moitié ou les 3/4 ou une grande partie de la population mondiale qui ne vit pas avec cette logique occidentale, mercantile du rapport au monde. Voilà, alors vous avez cité, nous on est, c'est vrai, dans le monde occidental dans un rapport de prédation, c'est un mode d'existence où on va être dans un rapport d'utilitarisme, on parle de service, hein, service écosystémique, hein, c'est pas pour rien, où on va objectiver, et donc on va se séparer du vivant. Donc l'homme, il se sépare du vivant, et le vivant, il va l'appeler nature. Cette notion de nature est intraduisible chez les Bassaris, chez les Wayana, amérindiens et d'autres populations autochtones ou communautés locales, parce que c'est intraduisible, parce qu'eux estiment qu'ils sont dans le vivant. Et vous avez cité les différentes ontologies hein, développées par tout à fait passionnantes hein, par Philippe Descola. Donc, ils sont dans une relation, eux, non pas d'utilitarisme et de prédation, mais plutôt un rapport relationnel. Ils ont en relation une forme d'intimité, une forme d'assimilation, une forme, voilà. Ils sont dans une forme aussi de penser qu'ils sont ils font partie, ils sont un ensemble, un élément de la chaîne du vivant, comme les autres, donc l'analogie. Voilà, alors, à partir de ce moment-là, quand on voit qu'il y a une diversité de modes d'existence, il faut faire attention à une approche trop universaliste. Voilà. Effectivement, l'impact de l'homme sera bien différent entre une société dite moderne qui va donc avoir un rapport particulier au monde du vivant, à la biosphère, et puis à d'autres sociétés qui voient les choses complètement différemment parce qu'elles ont dans un mode d'existence complètement, radicalement différente. Voilà. Et alors, ces manières d'être et d'exister et de faire, ont des impacts évidemment sur la biodiversité globalement bien différente, c'est clair. Donc, du coup, en partant de ces différentes visions que les populations pourraient avoir de leur nature, de leur environnement ou de la nature qui les entoure, est-ce que l'on doit privilégier plutôt la conservation culturelle ou écologique? En revenant sur ce que Monsieur Barrière venait de développer. Votre question est un peu tendancieuse, je la comprends bien, mais je l'entends bien surtout. Il ne s'agit pas de faire un choix entre l'homme et ce que vous dites, la nature. Moi, je parle de vivant, et du vivant, et des autres espèces, et des autres animaux, quoi, hein, des humains, des non-humains. Voilà. Il ne s'agit pas de faire un choix entre les deux. On est sur une planète où le poids de l'humanité est extrêmement prégnant, qui fait que, on parle même... la marque de l'humanité a un impact sur la géologie même et sur le climat. On le voit par exemple actuellement, bien sûr, et puis on le verra dans les années qui viennent. Donc ça, je crois que ce n'est pas un choix entre l'un ou l'autre. Hein. Par contre, là où il y a un choix, c'est un choix d'une manière d'exister, ça oui. Mais dans cette diversité des manières de penser et d'être. Voilà, de toutes ces cultures, quoi. La diversité culturelle, alors là, pour le coup, c'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine commun de l'humanité, cette diversité culturelle, et c'est ça qu'il faut défendre. Voilà. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut combattre peut-être, et la réponse aux
aux maux de notre planète va être de repenser notre manière pour les sociétés modernes, notre manière d'exister, en s'intéressant peut-être aussi aux communautés locales, aux autochtones, dans leur manière d'être, de voir le monde. Donc, changer de paradigme occidental pour un paradigme différent. Je n'ai pas dit qu'il faut être assimilé à des Amérindiens, etc. Non, mais peut-être revoir notre vision, non plus en termes de développement. On parle du développement durable, les Nations Unies et toutes les nations modernes sont excitées autour de cette notion de développement durable. Depuis 50 ans, on est, au passage, presque 50 ans, on est dans le développement durable. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il faut encore continuer 50 ans? Et je pense que dans 50 autres années, on n'atteindra pas, on n'atteindra pas 50 ans de plus si on reste dans cette logique de développement. Il faut changer de stratégie, changer de braquage, changer de logiciel, changer de mode d'existence. Ce mode d'existence du développement, il est erroné et je crois qu'il y a une véritable supercherie en disant qu'il faut se développer durablement. On ne peut pas se développer. Il y a une finitude de la planète, il y a une fin en soi, des ressources. Il faut, alors, on peut plus, puis je laisse la parole, on ne peut plus continuer à vivre comme si on avait 2 ou 3 planètes. Voilà. Et merci. Donc peut-être que Madame Sibien ou Monsieur Thompson aura un avis sur la même question. La question, c'est comment on fait. La question, c'est comment collectivement on change de trajectoire et tout le monde ne doit pas changer de la même manière. Et comment on partage l'idée de devoir changer nos modes de vie, etc. Dans la diversité des cultures dont tu as parlé, Olivier. En tout cas, comment... Vous demandiez tout à l'heure si la conservation... c'était une affaire de culture ou de nature. Moi, je crois que la conservation, ce sont des gens qui vont la faire ou ne pas la faire. Enfin, on va se mettre d'accord pour avoir des modes de vie qui permettent au reste du vivant de se développer mieux qu'aujourd'hui, d'arrêter cette courbe d'érosion qui est quand même terrifiante, d'arrêter, enfin, ou au moins de limiter les changements climatiques. Mais ça, ce sont des gens qui feront ces efforts-là. Et donc, c'est comment on fait pour mobiliser finalement et sensibiliser ces gens à ces changements de trajectoire. Là, enfin, au jour d'aujourd'hui, la question, elle est là. Et on ne s'adressera pas de la même manière à tout le monde, bien entendu. Oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. Qui veut le faire, qui ne veut pas le faire, c'est ça le grand problème qu'on a. C'est que la majorité ne veut pas le faire pour l'instant. Mais il faut garder l'espoir. Il y a tellement de travaux maintenant en cours en termes de sensibilisation et en termes de donner des moyens d'agir aux populations locales qu'il y a des tout petits pas qui se font dans ce sens. Et je suis d'accord sur l'idée que la distinction culture-nature, même ici, même en France, c'est pas réaliste pour la conservation de la nature. Même moi, écologue qui travaille sur la flore endémique de la Méditerranée, je dis ça, on travaille par exemple sur la cueillette dans les parcs nationaux, dans le sud de la France, dans le Mercantour notamment, et la thèse, c'est les espèces en question dans le socio-écosystème. Nous, écologues, on peut aller mesurer la pression de la cueillette sur les plantes dans la nature, tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas une idée, et c'est pour ça que je reviens sur la notion de changement, des changements et les tendances actuelles dans la population locale sur la cueillette, les perceptions de cette plante dans la nature, on ne comprendra jamais ce qui se passe. Et donc, on n'aura jamais des billes pour aller au parc national et leur donner un outil d'aide pour décider comment le faire en termes de réglementation sur la protection de ces espèces. Donc, il faut vraiment un mélange et je pense que c'est cette notion de socio-écosystème à plusieurs échelles qui, même en France, nous aide beaucoup maintenant.
Très bien. Ben, merci déjà pour ces débats qui sont très, très intéressants et toutes ces précisions. Peut-être aborder un autre point un peu plus pratique. Donc, face aux nécessités et aux besoins écologiques un peu au jour le jour dans la gestion des écosystèmes, quelles seraient peut-être les orientations à prendre pour les programmes de gestion des écosystèmes et en particulier donc dans ce contexte aujourd'hui où ce nouveau mode de vie n'est pas forcément acquis partout. Est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait exclure ou plutôt inclure les humains dans ces programmes de gestion? Et est-ce que vous pensez, par exemple, que la mise en place de réserves intégrales, qui avait été très polémique, notamment dans les pays tropicaux, est encore pertinente aujourd'hui? Donc peut-être pour commencer, si Madame Sylvien veut se lancer. Je me lance. Alors, concrètement, la place des réserves intégrales, tout dépend comment on les fait, tout dépend où on les fait, tout dépend de la surface avec laquelle on les fait. Bien entendu que ça peut être intéressant d'avoir des réserves intégrales, encore qu'elles ne sont pas complètement intégrales, parce que dans les réserves, enfin, moi, pour ceux que je connais, des réserves intégrales, en général, on continue à y chasser. La pollution, elle y vient, le changement climatique qui s'y opère. Donc, le terme d'intégral est un peu… Avoir des zones où les dynamiques naturelles peuvent être observées, ça reste intéressant. Maintenant, moi, j'ai tendance à penser que c'est vrai, c'est quand même la cohabitation à laquelle il faut penser, et que ça reste c'est pas le plus important, quoi. C'est vraiment pas le plus important. Et redire, il faut remettre de la nature dans des espaces très anthropisés, il faut la laisser s'exprimer. Donc là, c'est de la naturalité, mais qu'on va laisser s'exprimer dans des perspectives de recolonisation, dans des perspectives de reverdissement. Ça me paraît plus intéressant que de se mettre en conflit pour des espaces qui seront de toute manière très petits. Je trouve que l'enjeu majeur, il n'est pas là, quoi. Je trouve que l'enjeu majeur, il n'est pas là. Oui, je vais rebondir sur ce que dit Catherine là, parce que parler de réserve intégrale, comme elle dit, ça n'existe pas vraiment, parce qu'il y a tout un ensemble de facteurs indirects qui continuent à agir sur ces espaces en termes de changement climatique et compagnie. Et puis, ces espaces, suivant l'homme a été présent avant. Donc, ce qu'on a actuellement, c'est quand même lié un petit peu à l'homme. Mais bon, on peut imaginer des espaces où on passe sur une dynamique maintenant où l'impact humain est moindre. Et ça peut avoir des intérêts très forts en termes de compréhension de la dynamique des écosystèmes sans impact de l'homme, par rapport, en comparaison avec des espaces où l'homme est toujours présent, toujours en train de grignoter, toujours en train d'utiliser l'espace à différents degrés d'intervention. Parce que ce qui est important dans cette notion de réserve intégrale, on n'est plus entre, comment dire, naturalité, biodiversité, on est le degré de naturalité ou la richesse en biodiversité, on est sur ce gradient qui va de l'intervention forte à la non-intervention. Il faut bien se placer là-dessus. Mais il peut y avoir des raisons de le faire, comprendre la dynamique des systèmes qui sont là, mais il faut travailler sur le caractère décalé de ces réserves intégrales. Comme Catherine l'a dit, l'importance, ce n'est pas là. C'est là, dans tous ces espaces où la biodiversité est en train de décliner, où la nature ordinaire qui n'a pas de valeur économique, etc., tous ces espaces qui sont grignotés en permanence et qui disparaissent en permanence sur l'artificialisation notamment, c'est là la priorité. Et donc, il faut travailler sur le problème d'avoir un caractère décalé. Et donc, il ne faut pas,
travaille sur la notion dans cette notion de réserve intégrale, qui a juste une notion de biodiversité riche, patrimoniale, etc. Il faut aussi inclure les espaces un petit peu plus ordinaires dans l'objectif de suivre leur dynamique par la suite. Et j'en connais, il y a des réserves biologiques intégrées, notamment dans le parc national du Mercantour. C'est des jeunes forêts, aucune espèce particulière, pas de vraie valeur patrimoniale, mais sur un gradient altitudinal très important, avec une jeune forêt et plus de gestion forestière, pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Alors, on a des photos de cet espace depuis 150 ans, puisse comprendre dans 150 ans dans le futur, mais qu'est-ce qui se passait quand l'homme a libéré un petit peu cet espace-là. Donc voilà voilà, il ne faut pas que ça soit complètement décalé de la nature ordinaire. Et on a toujours tendance à associer à la notion de réserve intégrale une biodiversité un petit peu primaire ou exceptionnelle. Et c'est sûr, pour certains, il y en a, mais pas tous. Et je pense que c'est important qu'on a ces espaces en tant que référence pour comprendre les dynamiques futures. Oui, je suis tout à fait d'accord avec John sur le fait qu'il ne faut pas viser comme au début c'était pour les aires protégées, on protégeait une nature exceptionnelle. Hein, et cette notion d'exceptionnalité, effectivement, elle ne peut pas perdurer parce qu'il y a une nature ordinaire, une nature quotidienne, si je puis dire, hein, si je puis m'exprimer ainsi, qui est extrêmement importante et qui doit être préservée pour limiter cette artificialisation constante de nos espaces. Alors, il faut savoir que le droit, quand même, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, ce sont des droits, ce sont des codes. Vous prenez le code, ce sont des codes énormes, de plus en plus énormes. Chaque année, bien, ça grossit. Et l'enjeu de ce droit, c'est justement, et du droit de l'urbanisme, par exemple, c'est de limiter l'urbanisation, de le contenir. Il faut bien savoir que l'enjeu du droit, c'est justement de faire la part des choses. On a des valeurs derrière, on assoit des valeurs, que ce soit à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, et ces valeurs sont défendues par une forme de régulation juridique. Alors, la notion de réserve intégrale, elle existe en fait, même si, bon, effectivement, le changement climatique, etc., vous l'avez très bien dit, Catherine et John, je suis d'accord, on peut discuter sur la notion d'intégralité. Bon, mais en droit, elle existe, c'est-à-dire c'est intégral, c'est-à-dire que l'homme n'y rentre pas. Alors, attention, ces réserves-là instituées par le droit ne sont pas grandes. Ce n'est pas un parc national, ce n'est pas un parc naturel régional, c'est vraiment une petite échelle. Et l'objectif, c'est comme les réserves, c'est comme les arrêtés de biotopes, c'est de préserver un biotope ou des biotopes, préserver une espèce, préserver un habitat. Et là, on est dans la logique de Natura 2000 où l'objectif, c'est de préserver. Alors, Natura 2000, ce n'est pas intégral, mais il va y avoir une intégralité si derrière, on pose une régulation où on va, cet espace, interdire absolument la pénétration par l'homme. Bon, il y a toujours des exceptions, quelques scientifiques, etc., mais en tout cas, on n'y touche pas. Et ça, je pense que d'un point de vue écologique, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne un référent biologique et surtout, c'est une manière de conserver des gènes in situ, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas un objectif, c'est pas l'essentiel. Mais je pense que c'est important, ça fait partie d'un tout. Je pense que c'est important. Il y a une association d'ailleurs hein, qui achète des forêts en France et qui interdit toute pastoralisme, toute pénétration humaine, toute intervention humaine. Et je pense, ce n'est pas condamnable. Je pense qu'il ne faut pas être extrême, mais ce n'est pas condamnable. C'est certainement utile. Hein. Maintenant, je laisse la parole aux écologues peut-être, qui auront leur vision, mais je pense que c'est certainement utile et c'est intéressant d'avoir ce référent-là en tout cas. Voilà, d'un point de vue scientifique, en tout cas, c'est sûr que c'est intéressant. Je suis d'accord, je pense que c'est des espaces de référence en quelque sorte, des territoires de référence et comme tu dis, ce n'est pas des grands espaces non plus, les réserves intégrales.
Alors, ce qui existe en réserve intégrale, c'est tout petit en France, et les projets qui sont en cours, parce qu'il y en a 2 ou 3, ce n'est pas des grands espaces. Et c'est là où l'action de l'homme est le moindre sur un territoire. Ce n'est pas totalement absent, mais c'est le moindre. Et ça nous donne des références pour comprendre ce qui se passe. et alors, justement, pour répondre à votre question, que j'ai un peu traduite, face à l'urgence écologique, quelle articulation pour la gestion des écosystèmes? Je crois que la notion d'aménagement de notre territoire devrait être quand même profondément revue. Aménager ne veut pas dire, il faut arrêter de penser que c'est détruire, que c'est venir avec un bulldozer, que c'est transformer, que c'est modifier. Aménager peut être aussi de ne rien faire. Et finalement, le meilleur aménagement, c'est justement de ne rien toucher. Si vous voulez protéger, hein, puisqu'on parle de termes de protéger, moi je parlerais plutôt de termes de conserver ou de préserver, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop utilitariste pour l'homme. Mais bon, si vous voulez conserver ou protéger, je crois qu'il faut penser beaucoup de fois à ne pas toucher. Voilà. Ne pas toucher, bah, ça nécessite de la régulation. C'est difficile pour les gens de ne pas toucher un arbre. Regardez, on coupe des arbres dans les milieux urbains, là où on a besoin d'arbres. Eh bien, combien d'arbres sont coupés? Donc, vous voyez, il y a quand même une prise de conscience, il y a quand même un changement de paradigme dans les têtes qui doivent vraiment intervenir. Et pour faire face à cette urgence écologique, je crois que effectivement, une des premières solutions serait peut-être de conférer un statut de beaucoup plus de sujet à l'enjeu environnemental, aux éléments du vivant, de sujet plutôt qu'objet qu'on peut détruire facilement et sans que cela et sans état d'âme, quoi. Voilà. Si les arbres étaient beaucoup plus sacralisés, c'est-à-dire on considère que ce sont des êtres vivants et des êtres sensibles au passage, hein, voilà. Et pourquoi détruire un arbre? Parce que ça gêne pour sortir d'un parking, parce que pour des raisons complètement fallacieuses. Je crois qu'il faut vraiment donner un statut aux vivants différent que celui qu'il a. Pour l'instant, nous, dans la société moderne, on considère que c'est des objets, vous voyez, jusqu'à peu de temps, là, bon, c'est intégré dans le code rural et le code civil, mais les animaux de compagnie, etc., bon, les êtres vivants étaient considérés comme des biens, comme des choses qu'on pouvait donc ne pas considérer, alors que maintenant, ça rentre dans notre droit français, en tout cas, en disant que ce sont des êtres sensibles, et donc à ce moment-là, le rapport est différent. Donc ça, c'est intéressant, il y a eu un pas en avant, je crois qu'il faut le poursuivre pour considérer que finalement, comme l'a bien dit Catherine, nous sommes partie de la biosphère, du vivant, nous en faisons complètement partie, et les humains et les non-humains associés forment un collectif. À partir du moment où on va considérer ce collectif et qu'il n'y a pas de séparation entre nous et le vivant, parce qu'on est le vivant. Et là, je reprendrai un slogan zadiste qui dit nous ne protégeons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et je traduirais différemment, je dirais nous sommes le vivant qui se défend. Et ça c'était extrêmement terrible, superbe, hein, chez les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, là. Hein. Nous sommes le vivant qui se défend. Voilà. Et je crois qu'il faut être dans cette logique-là, plutôt qu'à considérer que on va protéger. Donc ça, c'est notre patrimoine à nous, hein, ce sont nos choses, ce sont nos biens. Hein, on parle de biens, voilà, et ce sont nos biens. Cette nature non, cette nature n'est pas notre bien. Nous sommes avec elle nous sommes embarqués sur la même planète et nous avons un futur commun. Ok, très bien. Ben, merci. Je vois que cette question suscite pas mal de débats. Une chose aussi que vous avez abordée, c'était les effets indirects effectivement liés à des changements globaux, ce qui pose un peu la question de la marche à suivre pour les politiques environnementales, en particulier à savoir s'il faut viser des politiques environnementales qui sont plutôt globales, comme l'initiative de Man and Biosphere, ou plutôt se reconnecter au local, comme l'ont proposé pas mal de chercheurs.
Donc, si vous avez des réflexions là-dessus. On va laisser Catherine répondre sur Oui, parce le que Manenbasher quand même. c'est une approche globale, mais déclinée au niveau local. Et, Voilà, faut le dire. moi, ce que je trouve très intéressant dans le réseau MAB et dans le réseau des réserves de biosphère, c'est vraiment que chaque territoire et les habitants, enfin les gens qui y vivent, décident de la manière de mettre en place le programme L'Homme et la biosphère sur leur territoire. Finalement, c'est comment on s'organise localement pour avoir une forme de gestion des espaces qui tiennent compte de la biodiversité, c'est ça. Et donc, c'est bien des organisations locales et c'est ce qui fait que il y a 700 et quelques réserves de biosphère dans, je ne sais plus combien, 129 pays, c'est ça. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Donc, les textes, les principes sont communs, mais les mises en œuvre sont adaptées à chacun des territoires. Et donc, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de... alors, il y a des régulations plus élevées au niveau des États, etc., évidemment, qui s'appliquent, mais c'est bien des trajectoires de territoire dont il s'agit. Et, et justement, à l'échelle de ces territoires, on imagine qu'il y a un ensemble d'acteurs à fédérer autour de ces enjeux de réserve. Donc, comment est-ce que ça se passe directement pour justement arriver à fédérer les différents acteurs de ces territoires? Comment ça se passe? On essaie de promouvoir de l'animation de territoire, justement, au travers de démarches participatives, d'une gouvernance ouverte associant un grand nombre de parties prenantes, à la fois des institutions, mais également des associations, enfin, du secteur privé, enfin, ce qui fait la vie d'un territoire, aussi bien au niveau public que privé. Et on essaie de construire une trajectoire pour son territoire. Donc, il y a tout un travail, en fait, beaucoup d'animation, de coordination au niveau du territoire. Et puis, et ça revient à ce que disait Olivier au début de sa dernière intervention, il parlait d'aménagement. Quand on fait une réserve de biosphère, il y a une forme de zonage aussi qui fait qu'il y a des endroits qui vont plutôt être laissés à la nature, qu'on appelle des aires centrales, qui sont des aires protégées. Et il y a parfois des réserves intégrales dans ces zones centrales, et puis des zones où les gens habitent, où il y a des villages, des villes. Et c'est vraiment là qu'on va travailler sur la manière de gérer le territoire de manière la plus douce et la plus durable possible. Comment on va, par exemple, essayer de faire évoluer des pratiques agricoles pour qu'elles soient plus écologiques. Comment on va gérer la forêt, là aussi, de manière plus écologique, en laissant plus de place à la biodiversité. C'est ces questions-là qui vont se poser. Et l'idée de la réserve de biosphère, c'est d'essayer de faire ça dans le dialogue, en mettant autour de la table des points de vue qui ne vont pas toujours dans le même sens, qui peuvent être contradictoires, mais d'essayer de faire parler les gens pour arriver à trouver des solutions qui soient les meilleures pour tout le monde. Donc les conflits ne sont pas exclus, mais on essaie de les dépasser, disons. Oui, je pense que aussi, comme beaucoup, que c'est à l'échelle locale qu'il faut qu'on travaille. L'échelle globale, c'est bien, mais ce n'est pas là où on va casser le mur entre les gens qui croient dans la protection de la nature et les autres qui ne veulent pas. C'est essentiellement à l'échelle locale par les méthodologies que Catherine qui vient de décrire. Et même pour la mise en place d'une réserve intégrale, il faut travailler avec la population locale. Et je travaille sur un projet de réserve intégrale actuellement. Et j'ai insisté que dans le programme scientifique, il y a un volet de sciences humaines pour qu'on puisse comprendre l'appropriation de cet espace, par la population locale et comment cette appropriation change dans le temps. Sinon, on est voué à l'échec. Donc, mais c'est à l'échelle locale, à l'échelle même de la commune, donc, qu'on va travailler, pour essayer que les gens puissent voir que bon, c'est un espace où l'homme n'y va plus, mais on va le rendre vivant avec toute la technologie qu'on peut avoir, avec les photos prises autour, avec les caméras, avec les photopièges. Il y a une façon de faire en sorte que les gens
réalise que ce n'est pas un espace qui est complètement en dehors de nous. C'est un espace vivant quand même, et voilà. Mais c'est qu'à l'échelle locale qu'on puisse faire ce genre de choses. Merci John, je suis complètement, et je prends la main là, je suis complètement d'accord avec et dans cette dynamique-là, ainsi que celle qui a exprimé bien sûr Catherine complètement. Hein. Alors concrètement, moi j'ai travaillé depuis plus de 20 ans, là je travaille sur justement cette idée que la population doit faire sien son territoire, et que s'il y a une gestion et s'il y a un aménagement ou quoi que ce soit, il faut que ça vienne d'un projet de territoire. Un projet de territoire, alors nous, ça a été initié, que ce soit au Sahel, à travers des conventions locales, ou bien même dans les Cévennes, puisqu'on parle des Cévennes, là, tout près, là, on a créé, eh bien, j'ai travaillé à l'échelle d'une intercommunalité sur un pacte territorial, un pacte pastoral. C'est un pacte, finalement, c'est la communauté, c'est l'ensemble de la population et des acteurs de ce territoire, en incluant aussi le Parc national des Cévennes, en incluant même la DDTM, etc., les chambres d'agriculture. Donc, tous les acteurs qui participent à ce territoire, eh bien, sont associés à la co-construction d'un projet de territoire à travers une forme de régulation, c'est-à-dire à travers une forme de droit qui vient de la base et qui est adopté et qui fait consensus entre tous les acteurs. Et bien sûr, en premier lieu, les élus représentatifs. Donc là, dans une logique de démocratie représentative, et donc là, on entre dans une logique de démocratie beaucoup plus participative, où les acteurs de ce territoire s'approprient justement ce territoire, comme le dit John. En fait, ils s'approprient au sens où ils considèrent, ils donnent un statut à ce territoire qui est un patrimoine commun. À partir de ce moment-là, on va au-delà de la notion du régime de propriété, et donc on va pouvoir consensuellement, ensemble, décider des restrictions, des façons de faire et des priorités qu'on va se donner à ce territoire. Voilà. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que sur plusieurs communes, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, intègrent ce pacte pastoral qui a été adopté unanimement par l'intercommunalité et qui fait droit, qui fait loi. Parce que l'intercommunalité a la possibilité juridique, a la compétence d'intervenir sur la gestion de ces espaces, de son environnement. Voilà. Donc, cette dynamique-là est impulsée par le bas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler et continuer parce qu'en fait, l'avenir ne viendra plus d'en haut où on va imposer à une certaine échelle une façon de faire, mais c'est cette relocalisation, cette territorialisation qui est l'avenir de nos sociétés modernes en tout cas, parce que beaucoup de choses, tout non, mais beaucoup de choses vont se jouer là. Et on le voit pour la pandémie, finalement maintenant il y a un retour à des sociétés, à des entreprises, un retour à finalement un rapport beaucoup plus local, des circuits courts, une autre forme d'agriculture, repenser le monde différemment à une échelle beaucoup plus humaine, tout simplement. Parfait. Ben, merci. On va avancer sur une autre thématique parce que le temps nous file entre les doigts. Donc, merci. Donc, on comprend bien la complexité de ce sujet-là. Et du coup, cela pose la question des perspectives futures. Du coup, nous aimerions, en faisant un tour de table, vous demander quelles sont pour vous les perspectives futures en termes de gestion des écosystèmes. En particulier, quelles mutations vous semblent nécessaires pour faire face aux enjeux écologiques, sociaux, actuels et à venir. En commençant bien sûr par Madame Catherine Signan. C'est pas facile comme question. Hein. Quelles mutations sont nécessaires, mais il y en a plein. L'on a aux dames, ça ne marche pas toujours. Hein. Mais non, hein. Moi, je pense que adopter
pas généraliser, mais en tout cas diffuser des pratiques de co-construction comme il vient d'en être question et se dire on décide à l'échelle de territoire, on se met d'accord sur ce qu'on a envie de faire chez soi à une échelle qui est beaucoup plus... ça permet à chacun de prendre conscience des limites et petit à petit. Donc, c'est des manières de travailler, des façons d'inscrire l'action qui s'inversent finalement par rapport à une parole qui vient d'en haut. Et du coup, cultiver ça, moi j'ai l'impression que c'est des mutations qu'il faut faire et des façons de travailler qu'il faut arriver à démultiplier, à mieux animer, à conforter. Parce que ça, c'est de nature à petit faire évoluer. Alors, dans les mutations, évidemment, il y a toute la question du climat et de comment on fait pour... enfin, il y a les questions de relocalisation. Il faut qu'on arrive à limiter cette espèce de mouvement perpétuel à grande échelle qui, finalement, est une espèce de folie dont on ne sait pas bien comment on peut sortir, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une mutation majeure à faire à ce niveau-là, quoi. Donc il y a quand même toute une question de relocalisation, c'est l'histoire des circuits courts, c'est tout ça qu'il faut repenser parce que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. À vous, parce que moi je suis un peu à sec là. Si tu veux, je dis deux choses pour les perspectives futures. Je pense que déjà un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, l'importance d'un projet, de mettre nos plans de gestion, conservation dans un projet de territoire et expliquer aux gens que dans ce projet de territoire, ce qui est important, c'est d'avoir ce gradient que je disais tout à l'heure entre la gestion pilotée et la non-intervention, avec les bons arguments. Parfois, on ne va pas intervenir parce que c'est un territoire de référence ou parce que la gestion coûte très cher et c'est très onéreux, chronophage, etc. Et puis aussi, l'autre raison, c'est que les choses changent. Dans la biodiversité, les choses changent. Et des fois, ce qu'il faut, c'est d'accompagner ces changements et pas essayer d'aller contre avec une gestion qui est contre-productive quelque part, qui ne peut pas marcher à long terme. C'est donc d'expliquer aux gens l'importance du changement d'échelle dans le temps. On peut faire quelque chose au court terme, mais il faut réfléchir en ce qui se passe sur le long terme. Donc ça, c'est déjà une perspective que je trouve très importante. C'est ce projet de territoire dans lequel on va mieux expliquer la biodiversité et pourquoi. Et puis le deuxième, c'est justement que les gens puissent s'approprier correctement du pourquoi et du comment. Surtout que les gens ne comprennent pas la non-intervention. Hein. Et ils aiment bien voir des choses où la zonation est faite, laisser les choses se passer, c'est moche, qu'est-ce qui se passe là? Et il y a un travail à faire là-dessus. Il y a très peu d'élus, je pense, qui comprennent la notion de libre évolution et le pourquoi de ça. Tout à fait. Ce qu'en pensent mes deux collègues. Tout à fait, John. En fait, comment dire, notre monde moderne, nos sociétés-là ont peur du végétal. Et c'est François Terrasson qui, déjà il y a 20 ans, parlait de cette peur du végétal. Et c'est pour ça qu'on va couper, on va aménager, ça va être nettoyé. Il faut faire propre. Propre, ça veut dire, voilà, il y a des plantes nuisibles. La notion de nuisible, vous vous rendez compte, des espèces nuisibles, c'est puissant quand même, hein. Nuisible, parce que ça nuit à l'homme, parce que ça pousse là où on ne voudrait pas, etc. Donc, je crois qu'il y a véritablement cette mutation doit passer par un changement de voie. Un changement de voie, et d'ailleurs, c'est le dernier ouvrage de Edgar Morin, hein, un petit ouvrage ou un petit opuscule sur changer de voie. Changer de voie, ça va être se transformer. Ça ne va être pas simplement changer, c'est se transformer radicalement. Et le mot mutation, vous l'avez bien choisi, c'est exactement là par là où il faut passer. C'est trop tard pour la transition. On n'a plus le temps de passer à une transition. Il faut
maintenant, on est dans une phase, on doit passer dans une phase de mutation. On ne se rend pas compte là, mais il y a des travaux de collègues qui montrent que de toute façon, c'est irrémédiable. On est à un stade où s'il n'y a pas de mutation extrêmement rapidement, eh bien, on va droit dans le mur. On est dans le mur, mais là, ça va aller encore plus loin. Alors, se transformer pour être positif, parce que nous, on fait de la science positive, hein, où on apporte la science des solutions. On a travaillé là-dessus sur une voie de la coviabilité socio-écologique. Alors, j'explique. La coviabilité, ça va être de se reconnecter au vivant. Parce que plutôt que penser que le monde humain est séparé et éloigné du monde, de l'autre monde du vivant, eh bien, dire qu'on en fait partie, comme on l'a dit depuis le début, et donc c'est une question de viabilité des systèmes sociaux et des systèmes écologiques. Et finalement, on parle, c'est partie de la théorie de la viabilité, et c'est Jean-Pierre Aubin, mathématicien, etc., en mathématiques, où ils ont sorti cette notion de coviabilité, c'est-à-dire qu'un système n'est pas autonome, qu'il soit humain, de quelconque quantité, un système n'est jamais autonome, il va toujours dépendre d'autres systèmes, ne serait-ce que du système qui l'environne, déjà. Alors, à partir de ça, l'enjeu, ça va être de réintégrer le vivant. Alors, comment on réintègre le vivant? C'est en changeant véritablement de paradigme, en se mutant, et plutôt que de rester rivé dans une logique où on veut absolument développer l'humanité entière, en l'éloignant des non-humains du vivant, eh bien, l'idée, ce serait plutôt de se rapprocher, d'intégrer le vivant dans notre logique d'aménagement du territoire, et qu'il y ait véritablement une continuité écologique à tous les niveaux, et qu'il y ait une préoccupation environnementale, pour reprendre le terme, environnementale, à tous les stades des décisions. C'est-à-dire que nous, notre droit, notre code de l'environnement est chargé de bonnes règles. Il y a de bonnes régulations. Le seul problème, c'est qu'il y a autant de bonnes régulations que de dérogations. Hein, vous l'avez vu avec les néonicotinoïdes, c'est interdit. Ah, mais d'un coup, on revient. Donc, alors qu'on a un principe justement qui permet de ne pas revenir à ce qu'on a déjà adopté, eh bien, on déroge à des règles à des principes qu'on s'est fixés. Donc, se reconnecter au vivant, ça va être de se transformer radicalement, et c'est vrai, de vivre, d'exister différemment. Alors, moi, je n'ai pas vraiment apprécié la manière que notre président Macron a eue par rapport aux Amish, parce que c'est une manière de vivre qui est tout à fait respectable, et on n'a pas à avoir un jugement de valeur sur des populations qui vivent, que ce soit ici en Occident, ou que ce soit en Amazonie ou ailleurs, ou en Afrique, ou en Asie, qui vivent d'une manière différente. Hein. Donc, je crois qu'on a plutôt à prendre, il y a vraiment un intérêt à tirer de ces pratiques, de ces populations autochtones, plutôt que les invectiver en considérant qu'on ne veut pas revivre à la bougie, à l'ère de la bougie. C'est pas ça, le souci, il n'est pas là. Il faut exister différemment, donc se transformer, donc être beaucoup plus dans une autre dimension, beaucoup moins énergétivore, changer de société, qu'elle soit beaucoup moins de consommation. Il y a quand même un 7e continent fait de plastique. Bref, je crois qu'il y a véritablement une mutation de notre monde, et je ne sais pas si on y est prêt. En tout cas, on y est condamné. Donc, merci pour ce point de vue-là. Peut-être que M. Thompson et Mme Sibien voudraient bien rebondir sur cette vision-là, de considérer la nature, pas seulement comme un objet, mais on va dire, je vais utiliser le terme, permettez-moi le terme, peut-être même de vivre en symbiose intimement avec cette nature-là.
Rebondir, bien sûr, mais la question, c'est que pour faire cette mutation, il va falloir changer beaucoup de choses, et en particulier, dans ce qu'a présenté John tout à l'heure, il parlait des territoires plutôt pilotés, des territoires laissés à la nature, et il disait que les élus n'étaient pas toujours conscients de la nécessité de faire ça. Et moi, je crois que précisément, il va falloir revoir un peu la gouvernance de nos systèmes, à savoir que il va falloir ouvrir des discussions pour savoir comment on fait, parce que la mutation, elle doit être rapide, elle doit être importante. Et du coup, pour ça, il faut mettre d'autres gens autour de la table et d'autres gens dans la boucle, et en particulier des gens de la jeune génération, qui peuvent amener un regard neuf et qui peuvent essayer d'accélérer cette mutation qui a besoin d'arriver vite. Donc, il y a plein de questions qui se posent autour de la gouvernance, et des gouvernances y compris locales, hein, de façon à ce que ça ne soit pas juste des personnes de plus de 65 ans qui sont souvent les élus, parce que c'est des gens à la retraite parce qu'ils ont le temps, qui sont aux commandes. Donc, il faut aussi qu'il y ait des gens entre 20 et 30 ans qui s'y mettent et qui y aillent. Bon, ceci dit, je n'ai pas répondu à votre question. Je laisse John le faire. On a deux personnes, Raphaël et Merveille, quand même, qui sont... je vais juste compléter un petit peu, c'est que par rapport à ce que disait Olivier sur la réglementation, là où il faut qu'on travaille, c'est que, parce qu'il le disait, il y a autant de dérogations, mais ce qui est aussi dramatique, c'est que la régulation qu'on propose ou les annonces qu'on fait ne sont pas suivies par l'action. Catherine et moi, on le sait, on travaille avec les parcs nationaux en France, on dit qu'on va créer un nouveau parc national, mais on ne va pas accorder les moyens pour pouvoir le faire fonctionner. On va travailler en moyens constants, on va redéployer les agents, et on ne va pas augmenter les effectifs globalement dans les parcs nationaux en France. Ben, c'est fabuleux. Les bras tombent, on ne suit pas l'annonce, pas la vraie action qu'il faut faire pour que l'annonce soit vraiment réalisée. Et ça, c'est un gros problème pour nous en termes de protection de la nature, quoi qu'il en soit, avec la gestion forte ou la naturalité absolue en termes de processus ou quoi que ce soit. Et puis oui, c'est la notion de gouvernance locale dont parle Catherine, je pense que c'est vraiment au cœur du sujet. Voilà. Je vois que le temps avance, je m'arrête là. Oui, gouvernance locale, c'est exactement l'approche qu'on mène dans ce... Moi, je travaille sur du droit négocié, c'est-à-dire que l'idée, c'est que on repense notre démocratie pour qu'elle s'adapte beaucoup plus aux impératifs écologiques. Voilà. Et beaucoup de choses se jouent localement. Et je crois qu'effectivement, il faudrait que les générations montantes soient beaucoup plus aussi épaulées, aidées à prendre à devenir des autorités politiques, donc des compétences de gestionnaire et être dans la boucle des décisions publiques, en tout cas, même si c'est co-construit, mais au moins que tous les niveaux de la population en âge puissent intervenir. Donc, merci pour toutes ces interventions. Ben, du coup, on va passer aux questions posées dans le chat Zoom et YouTube. Et on va commencer par la question de Dominique M, qui dit: est-ce réaliste de protéger cette nature ordinaire dont vous parliez si la proximité perdure avec des espèces d'agriculture extensive qui tuent la biodiversité à grande échelle? Il est sûr qu'il faut changer de modèle d'agriculture. Toute intensivité d'agriculture, d'élevage intensif, là, c'est une énorme nuisance sur les animaux, sur les milieux, etc. Et de toute façon, et la qualité de la nourriture s'en fait ressentir aussi. Ça, c'est une donnée
comment dire, qui est européenne, onusienne même, et française, qui est de… Bon, on a quand même une loi sur l'agroécologie, hein, sur le passage justement à l'agroécologie, et je crois que ça doit être de plus en plus mis en avant. Cette agroécologie doit devenir la norme. Alors maintenant, vous allez me dire, oh oui, mais l'agroécologie ne va pas permettre de nourrir tout le monde. C'est faux, c'est faux. C'est faux parce que, au contraire, on peut, je crois, mieux vivre si on développe beaucoup plus de circuits courts, si on développe des agricultures et des agriculteurs et des éleveurs qui sont bien dans leur existence. Et donc, si on pouvait limiter le nombre de suicides des agriculteurs, par exemple, ce serait vraiment, vraiment formidable parce que c'est eux qui nourrissent la planète. Pour cette question de est-ce que c'est réaliste, c'est difficile de répondre vraiment parce que c'est très compliqué. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que la nature a une certaine résilience et qu'il faut penser à comment cette nature peut réagir par la suite. Donc, malgré une grande présence humaine et l'agriculture intensive maintenant, peut-être avec des bonnes mesures et ne pas abandonnant l'espoir, ces espaces peuvent revenir à plus fonctionnels, plus riches dans l'avenir, un jour. Donc, ne pas complètement abandonner. Ce n'est pas réaliste à court terme, mais encore une fois, à long terme, il faut le penser. Et, la nature a beaucoup de résilience et on a bien vu, je trouve, pendant le premier confinement, comme les choses peuvent réagir rapidement finalement. Et donc, ça, c'est quand même, ça donne espoir de voir qu'il y a des choses qui peuvent bouger si vite. Ben, du coup, pour rebondir à ce que vous dites, Madame Sibien, pour reprendre une question de Nini, est-ce qu'il ne faudrait pas cesser de considérer que la nature n'est qu'un moyen et insister sur le fait qu'elle est notre survie? Oh ben, je pense que si, bien sûr, mais je pense qu'on le fait. La nature, l'assurance vie, il y a des expos là-dessus, il y a des textes, mais effectivement, peut-être que ben, c'est le thème aussi de l'éducation à l'environnement qui se pratique quand même maintenant dans les écoles, qui montre bien on est en lien pour tous les aspects de notre vie. On dépend des ressources, on dépend de la nature pour se nourrir, enfin, pour tout. Donc oui, effectivement, il faut simplement rendre conscients tous nos concitoyens. Je crois que la notion même de nature, elle est tendancieuse parce qu'elle montre une distance. Nous sommes encore une fois, encore et encore une fois, hein, au risque d'être sénile, quoi, on est vraiment cette nature-là. Alors, j'avais juste une réponse à donner à une question au niveau des élus. Et c'est vrai que les élus ne sont pas formés. C'est grave parce qu'ils sont pas n'importe qui peut être élu, hein, finalement. Hein. Il devient élu, devient maire, par exemple, et il n'a aucune formation. Alors ça, c'est grave parce que il sait pas quels sont les outils juridiques même dont il dispose, et puis il reste dans une logique pas toujours éclairée par rapport à la réalité écologique. Voilà. Et je pense que des formations s'imposeraient et peut-être que réformer cette forme de démocratie où finalement c'est toujours un qui va décider. Le maire, le président de la République, on est vraiment dans une logique beaucoup trop pyramidale. Il faut passer de cette logique pyramidale à une logique beaucoup plus horizontale pour penser gouvernance locale. Merci. Peut-être pour enchaîner, Monsieur Thompson, vous qui êtes proche de la gestion du parc du Mercantour, est-ce que vous avez l'impression également qu'il y a un manque de sensibilité des élus aux questions environnementales? Je pense que c'est très, très variable.
selon les maires, selon les élus. C'est très, très variable. Mais il y a un certain... Il faut pas oublier que pour un parc national, les maires qui participent au parc parce que la commune a adhéré à la charte. Donc, ces maires-là, quelque part, ou ce conseil municipal, quelque part, il y a une certaine sensibilité qui existe. Par contre, toutes les communes autour du parc qui étaient dans ce qu'on appelait l'ère optimale d'adhésion, qui n'ont pas adhéré à la charte, là, il y a forcément un manque de sensibilité aux problèmes d'environnement de manière générale, et pas juste de nature. Donc, mais localement, il y en a... mais même dans ceux qui sont au conseil d'administration, parce qu'adhérer à la charte, les maires changent dans le temps et on peut être face à des maires qui sont beaucoup moins favorables à participer, à être solidaires avec ce qu'on fait dans le cœur du parc. C'est très variable. Vous savez comment ça fonctionne, un parc national? Vous avez cette décision gouvernementale de faire un parc national à tel endroit. Vous avez une charte qui est rédigée par le directeur du parc et son équipe, donc l'établissement public qui rédige la charte. Hein. Vous avez une réglementation qui est imposée pour le cœur du parc. Et puis on demande, vous l'avez bien dit, on demande l'adhésion. Donc il n'y a pas de co-construction. On va faire des réunions publiques, bien sûr. Voilà, on va discuter. Mais la décision, elle n'est pas négociée, elle est vraiment imposée. C'est-à-dire, la charte est issue d'une rédaction qui vient du haut. Voilà. Une co-construction serait véritablement d'associer les acteurs. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais d'associer en tout cas les acteurs pour qu'ils s'approprient le parc dès le départ et que ce soit leur parc. Parce que très souvent, dans tous les parcs, on me dit « Ah ben c'est leur parc. C'est un ovni qui débarque. » Et c'est ça le fond du problème. Alors qu'une réserve de biosphère, justement, c'est on est dans une autre logique et on devrait développer ça dans une autre logique pour que ce soit véritablement une appropriation, pour reprendre le terme de John, une appropriation par les acteurs locaux de cette identité parc. Et de tout ce qu'il y a derrière, toutes les mesures conservatoires, toute cette logique, tout cet état d'esprit et donc tout ce rapport au vivant. Bien. Il y avait peut-être Madame Sibien qui voulait intervenir sur ces propos. Oui, non, je voulais réagir simplement dans la construction des chartes de parc, il y a quand même pas mal de discussions. Je pense qu'elles n'ont pas été toutes faites suivant le même modèle, mais il y a quand même eu beaucoup dans la nouvelle loi sur les parcs nationaux, beaucoup plus de discussions que ce qu'il y avait avant. Et avant, il n'y avait pas de charte. Avant, il n'y avait pas de charte. Maintenant, il y a une réglementation. Et pour avoir suivi quand même ce qui s'est fait dans les Cévennes, il y a eu énormément de discussions avec énormément de types d'acteurs. Bon, alors, il faut dire que les Cévennes, c'est un parc national, mais aussi une réserve de biosphère. Ça vient peut-être de là, je l'espère, bien sûr. Mais il y a eu quand même beaucoup de travail avec les acteurs pour les axes de la charte. Et d'ailleurs, il y en a qui ont trouvé qu'elle n'allait pas assez loin en termes peut-être de protection du fait de la négociation avec les acteurs. En tout cas, on peut pas dire qu'elle est venue juste du haut. Ça s'est pas fait comme ça. Mais bon, c'est à apprécier probablement d'un site à l'autre. Ça s'est pas fait partout de la même manière. Donc, merci. Du coup, on va prendre une dernière question. Vu le temps qui nous reste et les impératifs qu'a Madame Sibien. Alors, on va prendre la question de Gaël Richard qui dit pensez-vous que ces mutations soient compatibles avec les organisations politico-économiques actuelles? Le levier politico-économique n'est-il pas essentiel pour agir? Le levier politico-économique, c'est un levier essentiel, évidemment. Essentiel. De toute façon, s'il y a une transformation, elle se fera avec les acteurs. Elle ne sera pas décidée d'en haut, elle ne sera pas imposée, elle sera. Il faut qu'elle soit légitimée par tous. Voilà. Si on veut véritablement l'effectivité.
Et l'effectivité du droit va dépendre de sa légitimité. Et c'est pour ça que le droit négocié, ça permet de baisser d'un cran cette légitimité. Alors, bien sûr qu'il y a eu des discussions, là, ici, au Parc national des Cévennes, bien sûr, il y a eu des discussions, surtout qu'il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup d'éleveurs, etc. Et bien sûr, ça a été pris en compte. C'est un des parcs qui vraiment a pris en compte les réalités de la population. Et c'est vrai que maintenant, la phase d'après serait peut-être de développer des parcs où il y a beaucoup plus. Il faut absolument qu'il y ait une identification des populations dans ce territoire. Alors, toutes les logiques, effectivement, politiques et économiques sont complètement à prendre en compte. Évidemment, développer, mais on ne se rend pas compte, mais on a une richesse, en France en tout cas, on a une richesse au niveau des régions, au niveau des localités extraordinaires, des capacités d'entreprise, de fabriquer énormément de choses, une inventivité qui est très, très riche. Moi, je suis stupéfait de voir des choses superbes dans des petits marchés, etc., de rencontrer des gens qui produisent que ce soit des aliments comme de la bière artisanale, etc., qui est extraordinaire. On n'a pas besoin de Heineken. On n'en a pas besoin. On a besoin de plein de petits producteurs comme ça qui font des bières de qualité et des bières qui ne vous rendent pas malade, quoi. Voilà, pour l'exemple, un exemple. Mais tous les aliments, c'est ça aussi. Il faut changer de modèle de production des œufs, de toute l'alimentation. Tout doit être transformé progressivement, mais on a les capacités de le faire. On a les capacités de le faire. Après, c'est une volonté politique, mais le politique aussi, ce sont les grandes écoles, c'est derrière une idéologie qu'il faut inoculer. On n'a pas le droit de dire que les Amish ils vivent comme le Moyen-Âge. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ils ont une manière d'exister qui est à considérer. On peut ne pas être d'accord, ne pas vouloir vivre comme les Amish, bien entendu, mais ce n'est pas ça. On respecte la manière de vivre et je crois qu'on en tire surtout, encore une fois, une expérience et une leçon, se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait tirer? C'est intéressant. Hein et le gros problème, il est bien sûr politique, économique, mais il est énergétique. Moi, j'ai eu des collègues quand même qui travaillent pour l'après numérique, parce que c'est ça, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une production, une consommation d'énergie qui est énorme, et on va être bloqué. Et peut-être une des prochaines crises et urgences, ça va être, elle est énergétique. Ok, merci. Est-ce que, Madame Sibien, vous pensez également que la richesse des territoires pourrait être le levier pour l'action, comme le propose Monsieur Barrière? Ou juste le micro, je crois que vous avez bloqué le micro. Ah, parfait. Oui, moi je pense qu'effectivement, la richesse des territoires, c'est un levier formidable pour la mutation et ça ne se fera pas sans le politique et l'économique, mais le politique et l'économique, ils bougent parce que la société bouge. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut bouger. Et c'est sûr qu'on voit très vite d'ailleurs des choses changer en termes économiques parce que la société est en demande. Donc, la mutation, elle viendra aussi de là. Merci. On va peut-être s'arrêter là au niveau des questions. Si jamais dans le chat, pour ceux qui nous écoutent, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et on pourra éventuellement les faire parvenir aux intervenants. Et puis, je vais passer la parole à Merveille pour la conclusion. Juste avant, j'aimerais remercier Madame Sibien, Monsieur Barrière et Monsieur Thompson pour avoir été présents pour cette table ronde. C'était très, très enrichissant comme débat et ça nous a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Et si vous souhaitez rester avec nous, on aura une petite conclusion et on parlera du concours photo de l'association Brin de Forêt. Merci en tout cas pour votre présence.
Et merci beaucoup à vous. Et on peut que saluer votre initiative et félicitations à Biojet. Merci, oui, merci, merci à vous et bonne continuation. Oui, idem, merci beaucoup. Et il faut que vous sachiez, c'est toujours une richesse pour nous d'être ensemble et de parler devant les étudiants. Ça nous manque beaucoup en ce moment. Et donc, même si c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'espère que ça vous serve quelque chose d'entendre la discussion, le débat et les possibilités et comment on interagit. Voilà. Merci Tout à beaucoup. fait. Tout Merci. à fait, ça nous manque aussi pareillement. Ben, merci beaucoup et très bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Merci. Et donc pour ceux qui restent avec nous, on enchaîne tout de suite avec Merveille. Donc, encore merci. Et donc, il était important, il était intéressant de souligner ces différents points, à savoir donc la prise en compte des différentes visions de la nature, en prenant bien évidemment toutes les sociétés, non pas seulement les sociétés occidentales, mais aussi la notion d'aménagement qui, évidemment, selon les discussions, reste à revoir, à repenser pour effectivement bien intégrer tous les aspects de protection. Mais aussi, nous soulignons le point sur la prise en compte des aspects de l'aspect local qui est très déterminant dans la protection de la biodiversité et donc la mise en place des réserves de biosphère. Alors, merci à toutes et à tous pour votre aimable attention tout au long de cette aventure. Ainsi s'achève notre semaine scientifique qui a eu pour thème forêt vierge, mythe ou réalité. Aventure qui a été marquée par de nombreuses interventions, aussi intéressantes les unes que les autres, en commençant par celle de Geoffroy de Saulieu, qui nous a fait voyager à travers le temps en déconstruisant le mythe véhiculé sur les pratiques ancestrales d'horticulture des populations forestières d'antan. Ensuite, Anne Fournier, qui, par le biais de 2 groupes sociaux du Burkina Faso, nous a montré les différentes relations entretenues entre les peuples de la brousse, communément aussi appelés savanes, mais aussi toute la dimension spirituelle qui est très marquée. S'en est suivi après Maya Leroy, qui nous a fait voyager dans le domaine de stratégie de gouvernance environnementale en Amazonie avec les enjeux qui lui sont annexés. Enjeux qui bien souvent sont très complexes. Elle a d'ailleurs bien sûr rappelé la nécessité de penser ces stratégies tout en refusant de tomber ni dans le cynisme ni dans le fatalisme. Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir Victor Nara, qui nous a présenté les interactions entre les populations locales et la protection des forêts en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, mais aussi toutes les contraintes administratives inhérentes à cette gestion en prenant pour exemple les bonobos. Donc, à présent, nous passons à la publication des résultats du concours photo et nous laissons donc la parole à Modestine. Bonsoir à tous. Nous allons maintenant procéder à la publication des résultats de notre concours photo. Tout d'abord, nous remercions tous les participants et participantes pour leurs implications. Vos photos nous ont permis de voyager et de découvrir les différentes critères. La délibération fut difficile, mais nous avons valorisé les photos mettant les plus en avant, en osier, les relations humaines-nature au sein des écosystèmes tropicaux. Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer les noms des 3 gagnants. Le premier prix est attribué à M. Michel Valette, qui a pris la photo au département. Le deuxième prix, quant à lui, est attribué à Rémi de Pineton, qui a pris la photo au niveau du village de Bécorpé, à l'ouest de Madagascar. Et le premier prix est attribué à Kevin de Brunet, qui lui a pris la photo à la Guyane française. Cette photo montre
la transmission des traditions au coin du fait d'une famille Wapi du village de Kamopi, où Olivier et sa vie sont venus rendre visite à leur grand-parent qui vit à Kamopi et en profitent pour confectionner des calebasses qui serviront à boire les karchiri, une boisson traditionnelle des manioc. Elles sont en train d'induire les calebasses à la sève d'arbre. Nous vous remercions tous d'avoir participé à notre concours. Nous allons publier les 10 premières photos sur les réseaux qui, selon nous, avaient transmis un message assez similaire aux différents thèmes abordés le long de ces concours. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Merci et à bientôt. Donc, merci Modestine pour cette présentation et nous tenons tout simplement à notifier que le premier prix, que la première photo présentée était donc le 3e prix. Donc, merci. Alors, la réalisation de ce colloque a été donc rendue possible par le concours de plusieurs entités et personnes. Et nous tenons donc à remercier l'Université de Montpellier, AgroParisTech, la FDS, la Métropole, les personnes ayant contribué à la cagnotte et pour la diffusion de l'API Bavard, le réseau Tela Botanica, le GNOME, les étudiants de la classe des Beaux-Arts, donc l'IPSR, qui ont réalisé les posters, Patricia Bourges pour les logos, ainsi que Jean-Marc Guichard pour nous avoir mis à disposition une salle dans son entreprise montanaire Pitrini pour réaliser l'ensemble des conférences. Nous remercions également tous nos enseignants et responsables de formation qui, de près ou de loin, ont su apporter leur contribution à cette œuvre. Nous ne saurions achever ces remerciements sans parler de l'équipe qui a été à la manœuvre et a travaillé d'arrache-pied, et ce, sans repos, tout au long de cette semaine. Nous citons là les étudiants du Master 2, Biojet, et membres de l'association Brin de Forêt que nous allons vous présenter sans tarder. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Du coup, une fois de plus encore, merci et j'espère que cette aventure vous a plu.